Cette septième discussion va tourner autour de questions de statistiques. Elle risque d'être un peu longue. Pourtant, a priori, ça devait être simple, puisque évaluer des traitements, on l'a vu que en général, il faut tirer au sort, et que quel est l'intérêt du tirer au sort? C'est d'avoir des statistiques qui sont propres, qui sont facilement interprétables, qui sont simples. Et c'est vrai que, en fait, le plus souvent, on analyse un essai randomisé à la fin, juste avec un test T de comparaison de moyenne ou de Q2 de comparaison de pourcentage. Donc les statistiques devraient être simples. Et pourtant, on a réussi à compliquer les choses parce que, en fait, la simplicité du design de l'essai randomisé, c'est plus compliqué que ça. Et donc nous allons aborder successivement toutes ces questions, les tests unilatéraux, bilatéraux, les tests de supériorité, de non-infériorité, la question du nombre de sujets à inclure, capital, la Minimal Clinically Important Difference, le MCID, les données manquantes, les tests multiples, les analyses intermédiaires, et puis des choses un petit peu plus récentes, mais que l'on trouve dans beaucoup d'articles et qui pointent du doigt le fait que les essais randomisés soulèvent des questions importantes, c'est les problèmes de crossover en cancérologie, ainsi que celles des comparaisons indirectes. En avant. Alors, formulation unilatérale ou bilatérale, c'est une question que l'on passe un peu sous silence. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans les livres comment sont formulés les tests statistiques au sens de la théorie de Neyman et Pearson, comme on l'a vu dans notre première discussion, alors le plus souvent, vous avez ça. Vous avez l'hypothèse nulle, c'est que l'efficacité du médicament 1 est égale à celle du médicament 2. Et puis alternative, c'est que c'est différent. Et donc, on doit, à la fin, on va choisir une des hypothèses. Et donc, il y a deux risques. Le risque d'accepter H1 alors que H0 est vrai. Et donc, c'est alpha. Et puis, le risque d'accepter H0 alors que H1 est vrai. C'est le risque bêta. Et comme tout le monde le sait, on considère de façon tacite qu'il est plus grave de dire qu'un médicament est efficace, plus efficace qu'un autre alors que c'est pas vrai, c'est plus grave que de dire qu'un médicament n'est pas efficace alors qu'en fait il l'est. Alors on pourrait se demander pourquoi ça. C'est vraisemblablement parce que, en fait, quand un investigateur fait un essai thérapeutique pour évaluer un médicament, il croit en le médicament. Donc il va mettre beaucoup d'énergie pour montrer que le médicament est efficace. Et le test statistique, en priorisant alpha par rapport à bêta, essaie de contrebalancer l'enthousiasme spontané de l'investigateur. En tout cas, c'est une hypothèse. Alors, néanmoins, regardons ça de plus près. Là, on a vu qu'il y avait alpha, la probabilité d'accepter H1 quand H0 est vrai. Alors ça, on comprend. On peut calculer la probabilité d'accepter H1, sachant que H0 est vrai. Vous voyez, H0, c'est une hypothèse simple, donc on peut conditionner par ça. Mais bêta, c'est la probabilité d'accepter H0, alors qu'H1 est vrai. Mais H1 est vrai, c'est juste P1 différent de P2. En fait, H1, c'est une infinité de situations. Donc en principe, on ne peut pas calculer bêta. Et c'est là que dans les livres, tout d'un coup, en fait, surgit un delta. C'est que bêta, c'est un bêta pour delta, delta valant P1 moins P2. On dit ça juste parce que nous allons retrouver ça tout à l'heure. Donc on voit que cette formulation qu'on rencontre dans la plupart des livres, dont acte, d'accord, ça marche, mais sauf que là, il y a un petit truc un peu bizarre, c'est que la puissance statistique, en fait, on est obligé de spécifier H1. Alors, on voit dans des livres, on n'a pas ça, on a ça. H0 c'est P1 inférieur égal à P2 et H1 c'est P1 plus grand que P2. Alors là c'est bizarre parce qu'en fait on peut calculer ni alpha ni bêta puisque ni H0 ni H1 ne sont des hypothèses simples. Donc on ne peut pas conditionner par ces hypothèses pour faire un calcul de risque. Et puis alors parfois on a ça aussi.
et c'est d'ailleurs les auteurs disent, ah ben on est dans une situation unilatérale, il n'y a qu'un sens de l'hypothèse alternative qui nous intéresse. Mais alors là, on a en droit de se demander, ben oui, mais alors P1 inférieur à P2, ça n'existe pas, puisque c'est pas une possibilité. Donc ça veut dire que c'est impossible. Mais si c'est impossible, c'est une hypothèse drôlement forte. Donc là, il y a un truc bizarre. Et en fait, pour essayer de démêler toute cette espèce de flou qu'il y a autour de la formulation des tests d'hypothèse dans les essais thérapeutiques, il faut revenir aux fondamentaux. Le fondamental, c'est le lemme de Neyman et Pearson. Alors je vous engage, il est très bien expliqué sur Wikipédia en anglais. Allez-y, alors faut être honnête, c'est un peu mathématique, donc faut s'accrocher un peu pour rentrer dans la démonstration, mais c'est honnêtement, ça prend 1 page et demie, et c'est 1 page et demie d'une puissance conceptuelle absolument extraordinaire. On ne peut pas rentrer dans les détails là, mais c'est là qu'on a les histoires de tests uniformément les plus puissants, etc., etc. Donc le lemme de Neyman et Pearson est vraiment, vous savez, on a vu à la première discussion que c'était un complément du papier de 1922 de Fischer. On pourrait dire c'est un complément mineur, non, c'est pas un complément mineur. Le lemme de Neyman et Pearson est vraiment un théorème d'une puissance extraordinaire. Mais néanmoins, si je vous parle de ça, c'est que quand on lit ce lemme, on a envie de dire qu'en fait, un test statistique, au sens de Neyman et Pearson, tels qu'ils sont utilisés dans les essais randomisés, faudrait les écrire comme ça. Faudrait les écrire comme ça, c'est-à-dire on doit choisir entre une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, c'est bien toujours la même, P1 égale à P2. Mais l'hypothèse alternative, en fait, c'est P1 moins P2 égale à delta. Et vous voyez, là, le delta, on l'a. Et donc, delta, c'est plus delta. C'est pas plus ou moins delta. Le delta, il a un signe. Et c'est ce qui fait, en fait, ça signifie que quand on fait un test statistique, en réalité, un test statistique est toujours unilatéral. Et donc à 2,5%, puisque vous savez dans les tests bilatéraux, on met 2,5% à gauche, 2,5% à droite. Alors il faudrait rentrer dans le détail. Pourquoi on a inventé des tests bilatéraux? Pourquoi on n'a pas mis delta dans la formulation? Alors il y a des explications à ça. C'est parce que en réalité, la formulation du test statistique, quand vous faites un test T et que vous vous demandez si vous vous rejetez ou vous acceptez l'hypothèse nulle, le delta il apparaît pas. Le delta il apparaît que pour le nombre de sujets à inclure. Mais pour faire le test statistique, le delta il apparaît pas. Donc du coup le delta on s'en sert pas tous les jours. On s'en sert que pour la puissance, mais la puissance on la calcule très rarement. Donc du coup le delta a disparu de la circulation parce que dans la pratique on s'en sert pas. Et puis pourquoi on l'a mis bilatéral? Parce qu'en fait la situation est symétrique selon qu'on a un delta positif ou un delta négatif. Et donc on a considéré, et franchement j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que quand vous regardez dans la réalité, en fait, alors en particulier pour évaluer une thérapeutique, les tests devraient être vraiment unilatérales. Parce que quel est le vrai risque quand on teste l'efficacité d'un nouveau médicament, le médicament 1? Le vrai risque, c'est de dire que 1 est meilleur que 2, alors que c'est faux. Parce que à ce moment-là, si 1 est nouveau et que 2 est ancien, on va mettre sur le marché un nouveau médicament en disant qu'il est mieux, alors que c'est faux. Il y a un vrai risque de santé publique. Mais quel est le risque, l'autre risque de l'autre côté? De l'autre côté, c'est de dire que 1 est pire que 2, alors que c'est faux. Mais si le médicament 1 est pire que le médicament 2, il va jamais être commercialisé. Et donc, en fait, même s'ils sont égaux, certes, on se trompe, on a dit à tort que 1 était pire que 2, mais ça n'a aucune conséquence pratique, puisque de toute façon, si 1 est égal à 2, on ne perd rien que 1 n'apparaisse jamais sur le marché. Donc, de fait, dans les tests thérapeutiques, les tests sont unilatéraux à 2,5%. Et d'ailleurs, on voit certains articles où ils disent ça. Ils disent pas les tests seront bilatéraux à 5%, ils disent les tests seront unilatéraux à 2,5%. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison de dire ça, c'est que le vrai risque qu'on prend quand on fait un test statistique pour évaluer l'efficacité d'un thérapeutique, le vrai risque, il vaut 2,5%, et donc faut le dire. Même si ça ne change rien au calcul, bilatéral à 5%, unilatéral à 2,5%, c'est exactement pareil dans les calculs, mais c'est plus rigoureux par rapport à la théorie des tests de Neyman et Pearson de le dire comme ça. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue sur la question.
Alors, après, il y a des questions de test de supériorité ou de non-infériorité. Ben, à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure, eh ben, c'est évident. Un test de supériorité, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire je dois choisir entre P1 est égal à P2, ou ce que je voudrais montrer, c'est que P1 est supérieur à P2, et il est supérieur d'une marge de delta. Le test de non-infériorité, ou on devrait dire de non-trop-infériorité, c'est de dire, ben voilà, l'hypothèse nulle, celle que je veux pas, hein, c'est que, en fait, 1, il est pire que 2. Le traitement 1 est pire que 2 et il est pire de moins delta. Et puis l'hypothèse nulle, c'est de dire, en fait, ils sont égaux. Et là, on voit quel est le vrai risque qu'on prend. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le vrai risque que je prends, c'est de dire qu'ils sont égaux, alors que 1, il est pire que 2, mais il est pire que 2 de moins que moins delta. C'est pour ça que c'est un test de non-trop-infériorité. Alors vous voyez, sur le plan de la statistique mathématique, ben en fait c'est pareil. Un test de supériorité, c'est pareil qu'un test de non-infériorité. C'est juste ce qui est à droite des signes égaux qui changent. Hein? Mais mathématiquement, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça sera du coup la même formule de calcul de nombre de sujets à inclure qu'on va utiliser. La seule différence, c'est le sens à donner au delta. Hein? Là, ce delta, c'est je vais prendre un risque bêta de dire que H0 est vrai, alors qu'en fait, 1 est meilleur que 2 avec une différence delta. Donc en fait, en principe, delta, ça devrait être la différence de supériorité à côté de laquelle je ne veux pas passer. Alors que là, c'est pas pareil. Moins delta, c'est le risque que je prends de dire qu'ils sont égaux, alors qu'en fait, 1 est pire que 2. Et donc, du coup, là, delta, c'est le risque que je prends de dire qu'ils sont égaux, alors qu'en fait, 1 est pire que 2 de moins delta. Et, a priori, la différence en supériorité à côté de laquelle on ne veut pas passer, subjectivement, ça n'a rien à voir avec la différence en infériorité, que je suis prêt à accepter en commercialisant 1 alors que 1 est pire que 2. Alors je prends un exemple concret. Je prends 2 anticancéreux. Dans le cancer du sein métastatique, médiane de survie 2 ans. J'ai un nouveau médicament. Quelle est la différence à côté de laquelle je voudrais pas passer? Alors c'est subjectif, hein, mais je vais dire 6 mois. À la limite, oui, 6 mois. C'est-à-dire que si en fait le médicament il a une différence de médiane de survie de 3 mois, je vais avoir moins de... peut-être que j'aurai pas la puissance pour montrer que 1 est meilleur que 2, mais la différence à côté de laquelle je vais passer, elle est finalement pas si importante que ça par rapport à la médiane de 2 ans. Alors vous pourriez me dire, ah oui, non, mais quand même, je veux 3 mois. Mais il faut savoir que plus cette différence va être petite, plus le nombre de sujets à inclure dans l'essai va être grand. Plus ça va coûter cher, plus ça va être dur de faire l'essai, moins vous pourrez faire d'autres essais. Et donc du coup, faut pas être trop gourmand, il y a un compromis entre ce qui est possible et ce qui est acceptable. Donc on pourrait dire que 3 mois ou 6 mois, c'est une supériorité à côté de laquelle je vais peut-être passer, mais au final, de toute façon, c'est un nouveau traitement, le traitement 1. Donc peut-être qu'il a des effets indésirables que je vais pas connaître. On prend toujours un risque supplémentaire en commercialisant un nouveau traitement. Et donc ce risque est à mettre en balance avec les moins de 6 mois à côté desquels je peux passer. Mais ici, là, on reste dans le même cas de figure. J'ai 2 ans de médiane de survie. Mais là, le traitement 1, il est susceptible de faire moins que 2 ans. Et là, le risque que j'ai, c'est de commercialiser un nouveau médicament, par exemple, qui aurait moins d'effets indésirables, mais sous prétexte mais en acceptant le risque que ce médicament fasse moins que 2 ans de médiane de survie. Et alors là, quelle est la différence que vous êtes prêt à accepter? 6 mois? Sûrement pas. Passer de 2 ans à 1 an et demi de différence de survie, c'est inacceptable. Là, pour le coup, ça va être 3 mois ou possiblement 1 mois. Donc le delta de non-infériorité, c'est pas le même que le delta de supériorité, et en général, le delta de non-infériorité est plus petit,
Et donc c'est pour ça qu'on dit que pour faire un essai de non-infériorité, il faut plus de sujets que pour un essai de supériorité. C'est pas intrinsèque, c'est le fait que les deltas ne signifient pas la même chose. Alors, un petit détail qui est un détail statistique, mais qui a quand même une certaine importance. Quand on dit que le test est significatif, quand on a le P plus petit que 5%, on accepte H1 et on dit qu'il y a une différence significative. Mais parfois, quand le P est plus grand que 5%, on dit qu'on n'a pas le droit de dire qu'on accepte H0, on dit juste que l'on ne peut pas accepter H1. C'est une espèce de formulation bizarre, mais si je ne peux pas accepter H1, ça veut dire que j'accepte H0, puisque c'est un ou c'est l'autre. Pourquoi cette espèce de sentiment de malaise à dire qu'on ne peut pas accepter H0 au moment où on a un P plus grand que 5%? De mon point de vue, ça vient d'une incompréhension du fait que l'inférence statistique au sens de Fisher n'est pas la même que l'inférence statistique au sens de Neyman et Pearson. On y revient. Si vous êtes avec Fisher, vous n'avez pas de puissance. Vous n'avez qu'un petit P, vous vous souvenez, c'est du raisonnement inductif. Donc plus le P est petit, plus vous êtes sécure par rapport au fait que, effectivement, il y a une différence entre les traitements. Mais si P est grand, après tout, vous n'en savez rien. Vous savez juste que le hasard pourrait l'expliquer. Mais peut-être qu'il y a quand même une différence. Alors qu'avec Neyman et Pearson, c'est pas pareil. Avec Neyman et Pearson, vous avez alpha et vous avez bêta. Et bêta, vous vous en servez quand P est plus grand que 5%. Et donc, quand vous travaillez avec Neyman et Pearson, vous pouvez accepter H0. Et vous savez le risque que vous prenez. Ce risque, il est égal à bêta. Voilà. Donc, n'ayez aucune crainte à dire... quand P est plus petit que 5%, j'accepte H1. Quand P est plus grand que 5%, j'accepte H0 au risque bêta. Pour un delta donné naturellement. Alors, on en arrive tout naturellement à la question cruciale du nombre de sujets à inclure, parce que le nombre de sujets à inclure va décider très tôt de la faisabilité de l'étude et du budget qu'il va falloir demander. Donc c'est une étape considérable. C'est pour ça qu'elle est souvent exigée quand on demande un financement pour un protocole, et c'est logique. Le seul problème, c'est que le calcul de ce nombre est extraordinairement approximatif. Et en gros, même en étant un peu extrême, on pourrait dire qu'on peut calculer un nombre de sujets à inclure dans un essai à un facteur 10 près, à une puissance de 10 près. Alors, peut-être à une puissance de 2 près, mais même 2, je pense que c'est vraiment être très ambitieux. Alors, il y a deux formules pour ça. Quand vous avez un critère d'efficacité qui est quantitatif et qui suit une normale, ou quand c'est un pourcentage. Alors, pour des données de survie, il faut se débrouiller autrement, mais ce sont les deux situations les plus fréquentes. Et en réalité, vous voyez, c'est la même formule, parce que quand, donc deux fois, ça c'est, on regarde en fonction du risque alpha, quel est l'équivalent sur une table de la loi normale. Donc pour un alpha à 5%, ça vaut un 96. Pour une puissance de 80% ou de 90%, on a en gros quelque chose qui vaut 1. Donc la somme fait 3. Et donc au carré, ça fait 10. À la louche, et encore une fois, c'est très bien d'avoir en tête un petit truc très simple sur un coin de table pour discuter avec des collègues d'un nombre de sujets à inclure quand on est en train d'imaginer ce que pourrait être un protocole. Donc à la louche, ce qu'il y a là-dedans, ça fait à peu près 10. Et vous voyez que ça, c'est le nombre de sujets à inclure par bras de traitement, par groupe. Vous avez ici le delta, qui est le delta qui apparaît dans le test de supériorité ou de non-infériorité, selon la situation dans laquelle vous vous situez. Et puis là, vous avez le sigma carré, qui est la variance du critère d'efficacité. Donc par exemple, si c'est une différence avant moins après d'un score quantitatif, sigma carré, ça sera la variance de la différence après moins avant ou avant moins après, c'est pareil. Donc alors là-dedans, deux questions se posent. Comment avoir sigma carré? Comment avoir delta? Alors, sigma carré, on va dire, faut regarder dans une étude antérieure qui utilisait les mêmes critères d'inclusion et les mêmes critères d'efficacité. Donc, c'est faire une revue de la biblio. Alors, parfois, on a quelque chose qui ressemble à ça. Mais, faut être honnête,
avoir une étude qui a les mêmes critères d'inclusion à peu près et qui a les mêmes critères d'efficacité, c'est pas forcément tous les jours qu'on a cette situation. Et donc, en pratique, en fait, on est bien embêté par rapport au sigma carré, et on est obligé d'estimer ça grosso modo. Et alors, le problème du grosso modo, c'est le problème qu'il y a un carré du grosso modo. Et que du coup, si votre estimation, elle varie d'un facteur 1,4, le nombre de sujets à inclure, c'est le carré de 1,4, c'est-à-dire 2. Et donc, ça va varier du simple au double, rien que par une imprécision d'un facteur 1,2 sur l'écart type de votre critère d'efficacité. Deuxième point, que vaut delta? Alors là, d'abord, qu'est-ce que c'est que delta? Là, les livres disent des choses différentes. Delta, pour certains, c'est la différence cliniquement minimale, enfin, différence minimale cliniquement pertinente. Pour d'autres, c'est la différence que vous espérez trouver. Pour d'autres, enfin, c'est la différence à côté de laquelle vous voudriez ne pas passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut revenir aux fondamentaux. Delta, c'est le delta pour lequel vous calculez la puissance. Et la puissance, enfin le risque bêta, c'est 1 moins la puissance. Et la puissance, c'est la probabilité d'accepter H1 quand H1 est vrai. Et donc, en gros, vous voulez avoir un nombre de sujets qui vous garantit, avec une puissance de, par exemple, 90%, c'est raisonnable de prendre des puissances de 90%. 80% de puissance, c'est quand même un peu risqué, ça veut dire que vous prenez une chance sur 5, alors que vous avez un delta raisonnable de ne pas conclure à l'hypothèse alternative. C'est quand même difficile de s'engager dans un essai thérapeutique lourd, coûteux, alors que vous avez une chance sur 5 de ne pas conclure, même si votre différence est bonne. Donc 90% c'est un minimum, et puis il y a même certains maintenant qui disent que la puissance devait valoir 95%, et moi je trouve que c'est pas déraisonnable de dire ça. Bref, vous prenez une puissance de 90%, puissance de pouvoir détecter un delta. Mais ce delta que vous voulez détecter, c'est quoi? C'est la différence à côté de laquelle vous voudriez ne pas passer. Moi, je trouve qu'en tout cas, pour moi, c'est ça qui fait le plus sens. En tout cas, quoi qu'il arrive, en pratique, comment on fait? Alors, reprenons notre cancer du sein métastasé. Vous avez, vous voyez, 2 ans de médiane de survie. Quelle serait la différence minimale à côté de laquelle vous voudriez ne pas passer? Alors, on avait dit 6 mois, mais on avait dit aussi, pourquoi pas 3 mois. Vous voyez, ça varie du simple au double. Mais si ça varie du simple au double, le delta, c'est le delta carré qu'il y a ici. Si le delta varie du simple au double, le delta carré varie du simple au quadruple. Donc rien qu'avec la variance, on pouvait varier du simple au double, et avec le delta, on peut varier du simple au quadruple. Donc vous voyez, en mélangeant les deux, vous pouvez varier du simple à l'octuple. Et c'est pour ça qu'on peut dire, à l'extrême, que un nombre de sujets à inclure, en fait, on le sait, a une puissance de 10 près. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas le calculer, il faut le calculer. Il faut le calculer en réfléchissant au mieux à la variance, en réfléchissant au mieux au delta, pour essayer d'avoir l'estimation la plus probable possible, raisonnable plutôt, pour savoir du coup quel budget, et puis combien de centres inclure, et puis même est-ce que c'est faisable. Donc on ne réfléchit jamais assez dans le protocole, jamais assez avant de faire l'étude. Donc cette étape qui est avant de faire l'étude, oui, elle est capitale. Donc calculer un nombre de sujets à inclure en le faisant du mieux possible, mais soyez humble à la fin, le résultat est quand même sujet à caution. Alors, pour des pourcentages, c'est un petit peu plus simple. Vous voyez que la formule est proche puisque la variance d'un pourcentage, c'est P1 moins P. Donc vous voyez là, on a sigma carré 1 plus sigma carré 2, ce qui fait 2 sigma carré. Et puis P1 moins P2 au carré, c'est bien delta carré. Donc c'est la même formule, sauf que là, on n'a pas à parier la variance. On a juste à parier l'efficacité dans le groupe 1 et l'efficacité dans le groupe 2. Et ça, c'est quand même, quelque part, cliniquement, souvent plus facile. Et donc, moi, je vous encourage, pour calculer un nombre de sujets à inclure, de plutôt vous placer dans une situation, de faire un jeu de rôle où le critère d'efficacité serait quantitatif.
en sachant que si en fait vos critères d'efficacité est quantitatif, binaire, il faut que vous placez-vous dans une situation où il serait binaire, en sachant que s'il est quantitatif, alors de toute façon vous aurez une puissance supérieure. Et comme on a toujours tendance à surestimer la puissance, au final, c'est pas très grave. Alors, on parlait de différences minimales cliniquement importantes. Donc certains l'utilisent pour la puissance, d'autres l'utilisent pour l'interprétation des résultats. Ils disent oui, maintenant on a des études avec beaucoup de sujets, et à la fin on a des pourcentages de survenue d'infarctus qui sont de 15% dans un groupe, 12% dans l'autre. Comme on avait 10 000 sujets, c'est significatif, mais en fait ça fait 2%, c'est tout petit, ça n'a aucune pertinence clinique. Et donc même si l'essai est positif, en fait il est surpuissant, et la différence n'est pas pertinente cliniquement. Et donc se pose la question, alors qu'est-ce qu'une différence cliniquement pertinente ? C'est compliqué. Parce que prenez la survie. Reprenons notre cancer du sein métastasé. 2 ans de médiane de survie. Si un produit il fait 2 ans et 3 mois, c'est mieux. Il n'y a rien à dire. S'il n'y a pas d'effet indésirable trop avec la chimiothérapie, c'est mieux. Et puis si c'est 2 ans et 1 mois, alors le 1 mois, il n'est pas grand devant le 2 ans. Mais après tout, si vous avez 1 mois de vie en plus, si vous n'avez pas d'effet indésirable, on ne peut pas dire que c'est négligeable. Donc, bien sûr, c'est faible 2 ans. 1 mois, je veux dire. 1 mois, il est faible par rapport aux 2 ans. Mais de là à dire que ça n'est pas cliniquement important, moi je trouve que un médecin a du mal à se prononcer sur quelque chose comme ça. Alors, si c'est vrai avec la survie, vous imaginez qu'il est très difficile de définir des différences minimales cliniquement importantes quand ce sont des scores, par exemple, de qualité de vie ou des scores de dépression. On a une qualité de vie qui varie de 0 à 100 et on voit que dans l'essai, les patients vont mieux avec une différence de 6 points. Alors ces 6 points, les gens vont dire 6 points sur 100, alors c'est beaucoup, pas beaucoup. Et en fait, on n'en sait rien. Alors, il y a des méthodes statistiques qui permettent de régler un peu cette question. Comment on fait ? On ancrer au sens de encore, l'encre marine. Vous voyez, si on prend par exemple l'échelle de Hamilton de mesure de la dépression, elle varie entre 0 et 52. Alors une différence de 10 points, ça fait quoi ? Difficile à dire quand on n'a pas l'habitude d'utiliser l'échelle. Alors on va utiliser une échelle qui, elle est connue, c'est la CGI, c'est quelle est la gravité de la dépression ? 1, c'est minimal, 7, c'est parmi les patients les plus graves. Alors, et 2, c'est légèrement, modérément, manifestement, gravement, etc. Donc c'est une gradation avec des... Alors vous voyez, entre minimal et légèrement et modérément, modérément et manifestement, c'est quand même tout petit. Et on va considérer que donc un écart de 1, c'est ça qui est minimal, clinically importante. Et donc du coup, en pratique, on va regarder quel est le delta de 1 sur la CGI, à quoi ça correspond sur l'échelle de Hamilton. Et donc, du coup, le MCID de l'échelle de Hamilton, c'est la moyenne du score de Hamilton, par exemple, pour les gens qui ont une CGI à 2, moins la moyenne de l'échelle de Hamilton pour les gens qui ont une CGI à 1. Si vous considérez qu'entre CGI de 2 et CGI de 1, vous avez le minimal cliniquement important. Alors, c'est pas un résultat transcendant statistiquement, mais ça permet de se tirer d'affaire, et en tout cas, c'est ça qui est utilisé dans la littérature. Alors, maintenant, la question de la gestion des données manquantes, qui est un gros morceau de la statistique des essais thérapeutiques. Pourquoi ? Parce que on a vu un essai randomisé, ça permet d'avoir des statistiques propres. Mais des statistiques propres, ça implique que vous compariez tous les sujets qui ont été randomisés. On parle de la population randomisée. Or, dans un essai, vous avez presque toujours des patients qui quittent l'essai. Ils ont donc des données manquantes.
Alors, si vous ne comparez que les patients qui restent dans l'essai jusqu'à la fin de l'essai, vous n'allez plus comparer les patients qui ont été randomisés. Et donc, vos analyses statistiques ne vont plus être si propres que ça. Donc, du coup, vous êtes condamné à imputer les données manquantes d'une façon ou d'une autre si vous voulez avoir des analyses statistiques propres qui correspondent à la population randomisée. Alors, on autorise une certaine marge de manœuvre. Imaginez que vous recevez un patient, vous travaillez dans la lombalgie aiguë, il a une lombalgie aiguë, vous avez un essai randomisé qui va comparer deux antalgiques. Vous lui dites, bah tiens, vous pourriez participer à cet essai puisque vous avez les critères, ça aiderait la science et tout. Puis peut-être que vous allez bénéficier, si vous tombez dans le bon bras du tirage au sort, vous aurez le nouveau médicament, peut-être qui marche mieux. Le patient accepte, vous faites signer le consentement et c'est parti. Et puis il signe le consentement, donc il est inclus, il est randomisé. Et puis en fait, il vous dit « Oh mais finalement, j'ai pas envie de participer à l'essai, finalement ça me plaît pas ces histoires de tirage au sort. » Et donc il retire son consentement. En principe, il a été randomisé, donc il est dans la population randomisée. Donc vous devriez être obligé quelque part de l'imputer. Mais c'est fou. Vous n'allez pas imputer alors que vous n'avez aucune donnée sur ce monsieur, ou sur cette dame. Donc on va considérer que lui, on a le droit de l'écarter de la population d'analyse. Pourquoi? Parce que son refus est nullement lié au traitement qu'il a reçu a priori. On appelle ça la population en intention de traiter. C'est une population randomisée un peu soft. Alors parfois, on va appeler, on va être un peu élastique avec la population en intention de traiter. On va dire, si le patient quitte l'étude après la première consultation, après la première prise de traitement, alors c'est quand même embêtant parce qu'il va falloir imputer les données, toutes les données après la première prise de traitement, donc ça va être très artificiel. Donc on va enlever le patient de la population de l'étude sans l'imputer et on va dire que c'est pas grave. Et donc on va dire que c'est la population modified ITT, sachant que ITT dans les publications c'est un peu le mot magique pour dire que c'est méthodologiquement correct. Alors franchement de plus en plus c'est un peu une entourloupe, c'est que en réalité la population modified ITT c'est pas la population randomisée du tout, et donc on n'est pas vraiment dans un essai randomisé pur, parce qu'on enlève des patients qui ont été randomisés, qui ont éventuellement eu une fois le traitement, et donc peut-être qu'ils sont quittés l'étude parce qu'ils n'étaient pas contents du traitement, et donc ça c'est informatif et on devrait en tenir compte. Mais bien sûr, ça implique d'imputer ce genre de données et donc ça va mettre beaucoup de bruit dans l'étude et ça va diminuer la puissance et ça on n'aime pas du tout. Voilà. Alors vous avez à l'opposé la population per protocole. Elle c'est la population qui a vraiment suivi le traitement du début jusqu'à la fin. Il y a eu toutes les visites. Enfin c'est quand le traitement a été prescrit comme c'était prévu. Alors bien sûr là on n'est pas du tout dans une population randomisée. Mais ça peut être intéressant, donc les tests statistiques seront pas propres, mais ça peut être intéressant pour voir quand même comment le traitement est efficace, comment A est efficace par rapport à B, chez des gens qui les ont vraiment pris du début jusqu'à la fin. Et en général, donc on fait les deux. On fait ITT et per protocole. En général, l'ITT, c'est l'analyse principale, per protocole, c'est l'analyse secondaire, et ça permet de conforter les résultats de l'analyse en ITT. Alors donc, comme on va faire une analyse en ITT et que des patients presque toujours ont quitté l'étude à un moment donné ou à un autre, il va falloir imputer. ITT implique imputation. Et imputation, ça veut dire on va imaginer quelque part le critère d'efficacité puisque le patient est parti, donc en général, on n'a pas le critère d'efficacité. Et donc, il faut imaginer quelque part, il faut fabriquer artificiellement le critère d'efficacité. C'est pour ça qu'on parle d'imputation. Alors, il y a plein de techniques d'imputation et aucune n'est vraiment miraculeuse. Alors, historiquement,
pour les critères quantitatifs, on avait la technique LOCF, Last Observation Carried Forward, qui est toujours assez utilisée. Donc on a un critère quantitatif, c'est un score, S, et donc le patient a ce niveau de score à l'admission, donc on a par exemple 5 temps de mesure, au deuxième temps il est là, au troisième temps il est là, enfin au premier temps il est là, deuxième temps il est là, troisième temps il est là, et puis il quitte l'essai. Et donc au quatrième temps, on ne sait pas, au cinquième temps, on ne sait pas. Mais ce qu'on va faire, on va prendre la dernière mesure, et tac, on va la prolonger. Et donc le critère d'efficacité, ça va être la différence avant moins après, mais la dernière mesure, ben en fait, c'est la dernière mesure qui a été mesurée, qui a été réalisée. C'est pour ça qu'on dit que c'est Last Observation Carried Forward. Alors, cette approche d'imputation est critiquée à tort ou à raison. Elle est critiquée à raison parce qu'elle est biaisée. Elle est biaisée et c'est évident, si vous voulez, en général, dans une étude, les patients s'améliorent. Pas toujours, on va voir que c'est important. En général, les patients s'améliorent, vous voyez, c'était le cas. Hein. Et donc, le fait de dire que à la fin, que s'il s'arrête à la troisième visite, eh bien, on prolonge le même résultat, eh bien, on va sous-estimer là où il aurait dû être si tout s'était passé comme prévu. Hein. Cette sous-estimation, elle vaut ça. Donc, il y a un biais a priori. Donc, le LOCF est vraisemblablement une approche biaisée, mais en fait, on peut dire que c'est un biais assumé. C'est un biais assumé. Pourquoi ? Eh bien, si le patient quitte l'étude ici, c'est qu'il n'est pas content. C'est qu'il se passe quelque chose en général. C'est qu'il se passe quelque chose qui ne lui plaît pas. Et donc, on va pénaliser la sortie d'essai en introduisant un biais, qui est ce biais-là. Alors, donc, c'est un biais assumé avec un avantage, un inconvénient. L'inconvénient, c'est que, bien entendu, si vous êtes dans une situation où spontanément les patients se dégradent au cours de l'essai, alors c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas utiliser le LOCF, parce qu'à ce moment-là, vous allez avantager les sorties d'essai. Alors, je vous ai dit que c'était rare que les patients se dégradent spontanément en cours d'essai, mais c'est le cas, par exemple, pour des maladies neurodégénératives comme l'hémiopathie ou la maladie d'Alzheimer. Donc, dans ces cas-là, le LOCF, il ne faut pas l'utiliser. Sinon, le LOCF, bon, a des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, il est de moins en moins à la mode. On utilise surtout ce que l'on appelle les MMRM, Mixed Method for Repeated Measurement. Alors là, l'idée, c'est d'utiliser un modèle statistique compliqué. Voilà, alors là, j'ai ma première visite, deuxième visite, troisième visite, quatrième visite, cinquième visite. Mais le patient a quitté l'étude ici. Et en fait, on va considérer, on va utiliser un modèle mixte, modèle statistique à effet aléatoire et à effet fixe, et ce modèle va un peu extrapoler ce qui se serait passé si le patient avait suivi l'évolution moyenne des patients de l'étude. Donc le modèle calcule en moyenne l'évolution globale des patients. Et si le patient sort ici, alors on va utiliser l'évolution moyenne qu'il y a là et on va l'appliquer au patient. Voilà. Alors, bien entendu, là c'est moins biaisé que le LOCF. Et il y a eu des études qui montrent ça. Alors, quels sont les inconvénients du modèle mixte ? Ben, c'est qu'en fait, il fait une hypothèse forte. Il fait l'hypothèse que si vous sortez d'études, mais que si vous n'étiez pas sorti de l'étude, alors vous auriez évolué en moyenne comme la moyenne des sujets. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous sortez de l'étude, a priori, c'est peut-être que vous allez plus mal que la moyenne des sujets de l'étude. Et donc, la tendance moyenne, peut-être qu'elle est biaisée par rapport à ce que vous êtes vous, sachant que vous êtes sorti de l'étude. Donc, c'est d'accord, le modèle mixte est peut-être moins biaisé que le LOCF, mais
compte tenu du fait que vous êtes sorti de l'étude, qu'il y a une donnée manquante et que c'est mauvais signe, eh bien peut-être que l'imputation toute naturelle que fait le modèle mixte, peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça. Donc ça, c'est le premier inconvénient du modèle mixte. On dit qu'en fait, il marche pour les données missing at random et pas missing non at random. Mais c'est du baratin de statisticien. L'autre problème de ce MMRM, ben, c'est que l'outil statistique pour le réaliser, eh ben, voilà le script SAS, ben, c'est compliqué. Et même quand on est statisticien, qu'est-ce que c'est que ces interactions? Est-ce que la variable time, il faut la mettre en catégorie ou est-ce qu'il faut la mettre en continu? Bref, même quand on est statisticien, franchement, c'est pas si simple que ça. Et puis, en particulier, ça c'est le script SAS, mais si vous regardez le script R, ben franchement, ça s'invente pas. Hein, vous voyez, vous avez tout ça. Bon, c'est la même chose que dans SAS, hein, et ça. Et puis, il faut aller regarder dans le listing de sortie la différence Y40 moins Y41. Donc, si vous ne l'avez pas fait déjà 10 fois, il vaut mieux pas vous lancer dans l'aventure. Or, on l'a vu précédemment, un essai randomisé, c'est bien quand c'est simple. Simple, ça veut dire du début jusqu'à la fin. Simple, dans le design, vous tirez au sort et dans l'analyse statistique. Si vous utilisez des analyses statistiques que les gens ne comprennent pas, alors les gens ont des doutes sur les résultats, vous êtes moins convaincant et vous perdez ce qui fait la force de l'essai randomisé. Et puis, faut être honnête, hein, dans les articles, même dans les plans d'analyse statistique, on n'est pas toujours sûr du modèle mixte qui est utilisé par les auteurs. Parce que les auteurs, ils disent « Ah, on utilisait un MMRM, un modèle mixte pour mesure répétée. » Mais ouais, mais est-ce que c'est ce script qu'ils ont utilisé ou un autre script? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire un modèle mixte. C'est quand même embêtant de ne pas être complètement sûr de la technique statistique qui a été utilisée. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des imputations multiples. Alors les imputations multiples, c'est un peu comme le MMRM, hein, puisque le MMRM, en fait, il imputait à partir des données. À partir des données de l'étude, je vais extrapoler les données de mon patient. Mais l'imputation multiple, elle fait ça, mais au lieu d'imputer les données que avec les données du critère d'efficacité, l'imputation multiple, elle peut aussi utiliser l'âge, le sexe, la gravité, etc. Et donc, quelque part, on va pouvoir reconstruire l'évolution du patient qui est sorti de l'étude à partir de ces mesures qu'il y avait avant, mais aussi à partir de ses caractéristiques. Alors, c'est pas encore vraiment à la mode, mais potentiellement, personnellement, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait se tourner, parce que quelque part, c'est l'approche la plus rationnelle, puisqu'on doit imputer, hein, on doit imputer les données manquantes, si on est en ITT, et donc autant le faire à partir du maximum d'informations dont on dispose, et c'est ce que font les imputations multiples. Alors, il y a aussi un cas particulier avec les données censurées. En général, les données de survie. Quand vous avez des données de survie, eh bien, le patient peut être mort à la fin de l'étude, auquel cas on a sa durée de survie, mais le patient peut se terminer l'étude à des temps vivants, auquel cas on n'a pas sa durée de survie. On dit qu'elle est censurée. Et donc, quelque part, c'est une donnée manquante. Mais il se trouve que les techniques statistiques pour comparer les durées de survie, bien sûr, tiennent compte du fait que les données peuvent être censurées. C'est fait exprès. Et donc, beaucoup de personnes considèrent que les données de survie ou les données censurées, les techniques statistiques pour données de survie ou données censurées, c'est fantastique parce que ça permet de gérer spontanément les données manquantes. Il n'y a pas à s'en occuper, puisque quand le patient quitte l'étude et qu'il est vivant, alors c'est pris en charge par l'analyse statistique.
Eh ben, c'est un piège. C'est un piège parce que ces techniques statistiques fonctionnent quand la censure est non informative. Or, si un sujet, dans une étude en cancérologie, quitte l'étude alors qu'il est vivant, en général, c'est parce qu'il va pas bien. Possiblement même parce qu'il a fait une rechute et qu'on doit changer le traitement. Et donc, du coup, le fait qu'il quitte l'étude, c'est informatif. La censure, elle est informative. Et donc, le test statistique habituellement utilisé, eh ben, il n'est pas correct. Il n'est pas correct, et donc le problème des données manquantes se pose autant avec les données censurées qu'avec les autres données. Alors, pour terminer là-dessus, quand vous avez un critère binaire dans un essai thérapeutique, eh ben, la question des données manquantes, elle est d'autant plus délicate. Par exemple, vous faites un essai sur le sevrage alcoolique, une thérapie, une psychothérapie ou un médicament, et le critère, ça va être patient sevré, oui, non. Eh ben, si le patient il quitte l'étude au bout d'1 mois, donc vous êtes obligé d'imputer, mais vous allez dire que c'est un échec ou que c'est un succès. Alors en plus, l'impact va être considérable, parce que quand c'était des variables quantitatives, bon, vous pouvez passer d'une différence de score de 20 à une différence de score de 15, selon que vous l'imputez d'une façon ou d'une autre. Mais 15 ou 20, c'est pas forcément très différent. Mais quand vous imputez un critère binaire, vous imputez un échec ou un succès. Et le patient, il quitte l'étude au bout d'1 mois. Peut-être c'est parce qu'il est guéri qu'il veut pas rester dans l'étude. Peut-être que c'est parce qu'il a rechuté et qu'il vient plus aux visites de suivi. Et donc, alors, on est obligé de faire plusieurs scénarios. On va faire un scénario en général, on considère que la sortie d'études est un échec. Et puis on va dire, si c'était un succès, alors, mais c'est une analyse de sensibilité. Puis il y a des gens qui vont dire, alors c'est un peu dur quand même d'imputer par un échec. On va imputer la variable succès ou l'échec avec une probabilité qui correspond à la probabilité globale de succès des patients dans l'étude, etc., etc. Bref, l'imputation des critères binaires, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, maintenant, abordons la question des tests multiples. À quoi ça correspond? Vous vous souvenez, dans notre discussion sur les critères d'efficacité, on avait dit que dans l'asthme, par exemple, il était bien difficile d'avoir la possibilité d'avoir un seul critère qui permettait de résumer à lui tout seul le fait que le patient aille mieux. On pourrait avoir envie d'avoir d'un côté le VEMS qui traduirait le fonctionnement bronchique, après les exacerbations qui seraient plus cliniquement pertinents, et puis la qualité de vie qui traduirait le ressenti subjectif du patient. Donc on aurait 3 critères que l'on testerait statistiquement, mais le problème c'est comment on va dire que A est meilleur que B. Si on dit que le traitement A est meilleur que le traitement B, quand au moins un des tests est statistiquement significatif, ici on prend un risque de 5%, là on prend un risque de 5%, là on prend un risque de 5%, au total on a quelque part comme un risque de 3 fois 5%. Alors ça va pas faire 15%, parce que les risques ça s'additionne pas comme ça, mais on va pas être si loin du compte que ça. Si je dis que A est meilleur que B à la condition que au moins un des 3 critères est significatif, c'est pas possible, je prends un risque bien trop important. Il va falloir faire une correction. Alors, plusieurs types de corrections sont proposées. La plus classique, la plus simple et la plus utilisée, c'est celle de Bonferroni. Bonferroni, il dit 5 divisé par 3, ça vaut 1,67. Eh bien, très bien, le seuil de significativité pour le VEMS, ça sera 1,67% au lieu de 5%. Pareil pour exacerbation, pareil pour qualité de vie. Et donc, du coup, si vous dites que le traitement A est meilleur que le traitement B, dès que un des 3 critères est significatif, au pire, le risque que vous prenez, c'est 3 fois 1,67, c'est-à-dire 5%. Donc c'est au pire, donc vous êtes conservateur, c'est-à-dire le risque de première espèce, au moins il est plus petit que 5%. L'inconvénient, c'est que c'est une méthode fruste, un peu brutale, et que en fait, vous perdez en puissance. Et ça n'est jamais très satisfaisant méthodologiquement de perdre de la puissance statistique. Alors on a essayé d'améliorer. Bonferroni, il y a eu plein de propositions qui ont été faites. Une qui est assez utilisée, c'est la méthode de Holm-Bonferroni.
Alors bien sûr, le prix à payer, c'est que c'est plus compliqué, plus difficile à suivre. Alors voyons sur un exemple, imaginons qu'on fasse l'essai et que la différence d'amélioration du VEMS entre le groupe A et le groupe B conduit à un test statistique avec un petit p à 0,08%, que pour les exacerbations, vous avez un petit p qui vaut 0,04, et pour la qualité de vie, vous avez un petit p qui vaut 0,03. Alors vous êtes content. Mais, quel seuil il faut prendre? Parce que si on prend 5% à chaque fois, on sait qu'au total, ça va faire pas loin de 15%. Alors, Holm-Bonferroni, il dit voilà, vous allez classer les petits p de vos critères du plus petit au plus grand. Donc voilà le plus petit, voilà le second plus petit, et voilà le dernier. Et maintenant, on va comparer successivement ces trois petits p à 5% divisé par 3, 5% divisé par 2, 5% divisé par 1. 5% divisé par 3, ça fait 0,0167. Et donc, ça, c'est pour la première comparaison. Ça fait 0,025. Et ça, ça fait 0,05. Alors, le premier petit p, il est plus petit que 0,0167. Donc, vous pouvez dire que le VEMS, il y a vraiment une différence entre le traitement A et le traitement B. Pour le deuxième test statistique, 0,04, il n'est pas plus petit que 0,025. Donc, pour les exacerbations, vous ne pouvez pas dire. Et vous vous arrêtez. Vous ne pouvez pas continuer. Dès qu'un test n'est plus significatif, vous ne pouvez pas faire le dernier, même si le dernier, en fait, il était bien plus petit, mais vous ne pouvez pas le faire. Et donc, finalement, là, vous conclurez simplement que le VEMS est statistiquement différent entre le groupe A et le groupe B, mais en faisant ça, le risque alpha global, il est bien égal à 5%. Voilà pour Holm-Bonferroni. Alors, les tests hiérarchiques, ça c'est une autre approche qui est assez simple et qui est très utilisée. Vous allez définir une hiérarchie entre vos trois critères d'efficacité. Et vous allez dire, alors en général, on met d'abord le critère pour lequel on a le plus de puissance, et puis après, on met le second critère pour lequel on a le plus de puissance, et puis le dernier. Donc on va dire que d'abord on testera le VEMS, après on testera les exacerbations, après on testera la qualité de vie. Si le VEMS est significatif, alors j'ai le droit de tester les exacerbations. Si le VMS n'est pas significatif, alors je m'arrête. J'ai plus le droit de faire les tests qui sont après. Même si là, le P vaut 0,0001, etc., je ne peux pas regarder les tests. Une fois qu'un test n'est plus significatif, je n'ai plus le droit de faire les tests qui y a après dans la hiérarchie. Voilà. Alors, en pratique, on voit, comme on peut avoir des études, j'ai déjà vu des études avec 50 critères d'efficacité, dans certains principaux, d'autres secondaires, etc. Et on a des mélanges de Bonferroni, de tests hiérarchiques, d'analyse intermédiaire, etc. Et après, la segmentation du risque de première espèce, ça prend une page sur le plan d'analyse statistique, on n'y comprend plus rien. Et comme d'habitude, quand on n'y comprend plus rien, eh ben, c'est pas bon signe. Alors, un sujet qui est dans la même optique mais qui est différent, c'est les designs adaptatifs et en particulier les analyses intermédiaires. Les analyses intermédiaires, c'est quoi? Vous avez prévu un essai avec 2 fois 200 patients. Mais ça va durer 4 ans parce que c'est une maladie rare. 4 ans c'est long, en plus le traitement est prometteur. Donc vous allez faire une analyse au bout de 50 patients. Vous voyez que P égale à 0,06. C'est pas mal. On peut pas conclure, mais c'est pas mal. Et puis vous allez faire une analyse après 100 patients. Et là vous voyez, tiens, P vaut 0,02. 0,02 c'est plus petit que 0,05. Si on avait décidé d'inclure 2 fois 100 patients, on s'arrêterait. Pourquoi on va pas s'arrêter tout de suite? Pourquoi on va pas s'arrêter tout de suite? Parce que c'est un peu comme avec Bonferroni, sauf que là, on peut faire le calcul très précisément. Si vous faites un test à 50, à 100, à 150 et à 200, vous prenez
4 fois, entre guillemets, 5%, et vous prenez exactement 12,7% de risque de première espèce. Le calcul est compliqué d'ailleurs à faire. Donc, si vous faites un design d'essai thérapeutique, vous prévoyez d'inclure 50 patients, si c'est pas significatif, si c'est significatif, vous vous arrêtez, vous dites chapeau. Si c'est pas significatif à 5%, vous continuez à 100. Si à 100 c'est significatif à 5%, vous dites banco, on s'arrête. Sinon, vous continuez à 150 et pareil jusqu'à 200. Eh bien, en fait, le risque que vous prenez, il vaut 12,7%. Et donc, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, comment on fait ? Et l'erreur a été faite souvent, et même d'ailleurs, le problème, c'est que l'erreur a été faite sans qu'on le dise. C'est que le protocole était prévu sur 200 patients, mais comme le protocole n'était pas publié à l'avance, on fait comme si on teste à 50, on teste à 100, et en 100, on s'arrête en disant « Oh, on avait prévu 100 patients, et c'est significatif, et donc, bravo, ça marche. » Et alors, vous pourriez dire c'est de la fraude scientifique, c'est à la limite. C'est à la limite parce qu'en fait, beaucoup de gens pensaient que c'était licite de faire ça. Alors heureusement, aujourd'hui, on sait que répéter les tests, comme faire des analyses intermédiaires, ça augmente le risque de première espèce. Donc attention, attention, danger. Alors comment on fait ? On va faire un peu comme Bonferroni, sauf que là, ça va être un Bonferroni sophistiqué. Si c'était Bonferroni, il faudrait prendre 5% divisé par 4, c'est-à-dire 1,25%. Mais je vous ai dit, Bonferroni, c'est fruste, c'est massif. Là, on peut calculer exactement quel est le seuil que l'on doit prendre pour avoir exactement un risque global de 5%. Et c'est pas pareil que Bonferroni parce que le test qu'on fait à 100, il contient les 50 patients du premier test qui a été fait à 50. Donc les tests, ils sont liés. Et on sait exactement comment ils sont liés. Donc du coup, on peut calculer exactement la valeur limite que l'on peut prendre à chaque analyse pour au total avoir 5%. Donc il y a des tables qui donnent ça. Ça s'appelle la méthode de Pocock. C'est un des premiers auteurs qui a travaillé là-dessus. Et donc, si vous avez prévu dans le protocole de faire des analyses intermédiaires, tous les 50 patients jusqu'à 200, eh bien le seuil de significativité sera de 1,82 et pas de 5%. Alors, il y a une littérature énorme autour de la question, avec des paradoxes. Vous voyez, c'est que si jamais vous avez un P qui vaut d'abord 0,06, puis donc le premier petit P, puis le deuxième petit P il vaut 0,08, puis le troisième petit P il vaut 0,1, et le quatrième petit P, il vaut 0,023. Vous avez envie de dire, fantastique. Enfin, en fin d'étude, mon résultat est significatif. Non, parce que le seuil, il est de 1,82%. Et là, vous avez 2,3%. Donc, vous ne pouvez pas conclure. Et là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais alors, avec le même jeu de données, si je donne à un statisticien sans lui dire que je vais faire des analyses intermédiaires, alors il va me dire que c'est significatif. Et si je donne le même jeu de données à un statisticien en lui disant que je fais des analyses intermédiaires, il va me dire que c'est pas significatif, alors que c'est les mêmes données. Ça veut dire que les statistiques ne marchent pas. Il y a des gens qui ont dit ça dans les années 70-80. Alors maintenant, on sait qu'en fait, c'est pas un paradoxe et qu'il faut utiliser ces techniques. Alors on peut faire plus, on peut faire des analyses intermédiaires, pas pour s'arrêter en disant quand même meilleur que B, mais pour s'arrêter en disant oh là là, ça sert à rien d'aller plus loin, les résultats sont tellement mauvais qu'on arrête, on accepte l'hypothèse nulle. Vous pouvez faire des analyses intermédiaires en acceptant l'hypothèse nulle, ça ne touche pas alpha. Donc allez-y, c'est pas un problème. Alors, on peut faire encore plus, on peut rendre des designs encore plus flexibles. Pas qu'une question d'analyse intermédiaire. Alors on peut faire par exemple, on peut utiliser des techniques où on peut faire des analyses quand on veut et on ne définit pas le nombre d'analyses qu'on va faire à l'avance. Et ça marche. Et ça marche, on arrive quand même avec ces techniques à avoir un risque de premier espèce de 5%. Donc on est dans des designs de plus en plus flexibles et adaptatifs.
Et donc ça passionne beaucoup certains cliniciens qui en ont marre un peu des designs randomisés, bruts, où il faut inclure 2 fois 150 patients et puis point barre. On aimerait pouvoir s'adapter aux résultats que l'on observe et pouvoir conclure plus tôt. Alors le problème c'est que, c'est compliqué, et encore une fois, quand c'est compliqué, on est moins convaincant, et donc l'essai est moins percutant. Et c'est une réalité. L'autre problème, c'est que c'est compliqué et en plus les statistiques sont pas claires. Notamment, quelque chose qui est peu connu, c'est que quand vous faites des analyses intermédiaires comme ça, certes, votre risque de première espèce, il tient la route, mais imaginez que vous ayez un critère d'efficacité binaire, que ce soit des pourcentages de succès. Si vous arrêtez à 100 patients, parce que vous avez un P à 1 pour 1000 par exemple, vous vous arrêtez à 100 patients alors que 200 étaient prévus. Donc vous vous arrêtez lors d'une analyse intermédiaire avec 23% d'efficacité dans le groupe A et puis 45% d'efficacité dans le groupe B. La différence d'efficacité entre les deux groupes, c'est quelque chose qui est très important à déterminer pour connaître l'intérêt clinique du produit. Le delta ici, il vaut 22%. J'ai 22% d'efficacité. Eh bien, ce 22%, il est faux. Il est biaisé parce que vous avez fait des analyses intermédiaires. Le risque alpha, il est bon, mais le delta, il est surestimé. Et c'est très difficile de savoir de combien il est surestimé. Et du coup, si vous faites des analyses médico-économiques, où le delta, il va être très important, eh bien, vos analyses médico-économiques, elles seront fausses. Alors, maintenant, une autre situation qui semblerait assez anecdotique, mais qui pose de véritables problèmes concrets pour l'évaluation des thérapeutiques, en particulier en cancérologie, c'est quand il y a des changements de bras, on dit aussi un crossover. Alors, imaginez que vous ayez un traitement A, qui soit une nouvelle molécule anticancéreuse prometteuse, et un traitement B. Le critère d'efficacité dans l'étude, c'est la survie sans progression. En général, on appelle ça PFS, Progression Free Survival. Donc, vous avez un patient dans le bras B, et le patient, à un moment donné, il progresse. Donc, vous avez l'outcome de l'étude, il a progressé, donc il quitte l'étude, et donc on peut lui proposer de prendre le traitement A, puisque ce traitement est prometteur. Et puis il prend le traitement A, il a encore une survie, et puis ici, il décède. Alors bon, pas de problème, hein. Pour analyser la survie sans progression, aucun souci. Mais on a vu dans notre discussion sur les critères d'efficacité que la survie sans progression, c'était quand même pas l'idéal en cancérologie, qu'on préférait avoir la survie brute, que l'on écrit en général sous le sigle Overall Survival, OS. La survie brute, c'est ça le gold standard des études en cancérologie. C'est ça qui permet de se faire véritablement une idée de l'importance de l'effet du traitement avec la qualité de vie. Mais, et d'ailleurs, en général, dans les études, même quand la survie sans progression est un critère principal d'efficacité, la survie brute est un critère secondaire d'efficacité qui est regardé avec beaucoup d'attention. Mais le problème ici, c'est que là, on a la date du décès du patient, mais le patient qui était dans le groupe B, il a aussi reçu le traitement A. Donc si vous faites l'analyse en ITT, que vous comparez les sujets du groupe A aux sujets des groupes B, dans le groupe B, vous allez avoir des patients qui sont aussi traités avec A. Et donc du coup, il y a un biais considérable dans l'évaluation de l'effet du traitement. Biais qui tente à sous-estimer l'effet du traitement. Bon, alors, comment faire pour gérer cette situation qui est une situation très problématique? Spontanément, on pourrait dire, on va censurer le crossover, c'est-à-dire on va dire à partir d'ici, il y a une progression, le patient a le traitement A, je fais comme si le patient sortait d'études. On appelle ça une censure en termes statistiques. Le problème, c'est qu'on a vu précédemment que les analyses statistiques pour données censurées,
était correcte quand la censure est non informative. Or là, si le patient progresse, ça veut dire qu'il va pas bien. Ça veut dire qu'il y a un risque accru qu'il décède bientôt. Et donc que la censure est informative. Donc, faire une analyse des crossovers en censurant le crossover, c'est pas terrible. Alors, il y a eu des techniques très sophistiquées qui ont été proposées. Une technique qui est peut-être la meilleure de toutes, qui s'appelle IPCW, elle consiste à dire, d'accord, alors le sujet quitte l'étude ici, donc on va dire qu'il est une censure. Ok. Mais c'est biaisé parce que au moment où il quitte l'étude, il devait être en mauvaise forme puisque il a progressé. Eh bien donc, on va essayer de trouver dans le bras B des patients qui ressemblaient à ce patient qui vient de partir, et ces patients qui sont similaires, on va leur attribuer un poids plus important. Pourquoi ? Parce que le patient, il a quitté l'étude. Comme le patient, le patient numéro 1 a quitté l'étude, donc il n'existe plus dans le jeu de données. Et pour faire comme s'il existait, on va prendre le patient numéro 2 qu'il y a ici, qui ressemble au patient numéro 1, et on va augmenter le poids du patient numéro 2 pour faire comme si le patient numéro 1 était toujours resté dans l'étude. Voilà, alors, ça marche à peu près, mais bien entendu, les résultats sont quand même biaisés, et du coup, on ne sait pas trop ce que valent les résultats sur la survie brute. Et donc ça, c'est un problème authentique aujourd'hui dans l'évaluation des traitements anticancéreux, c'est que pour des raisons éthiques, entre guillemets, j'ai envie de dire, on fait des crossovers de traitement, mais du coup, on ne sait pas, on sait que le produit A va avoir une amélioration de la survie sans progression, mais on ne sait pas le résultat sur la survie brute. Le médicament arrive sur le marché juste avec les résultats de la survie sans progression. Il va coûter très cher, alors qu'au bout du compte, on ne sait pas vraiment s'il est efficace, et c'est pas qu'une coquetterie intellectuelle. On a des études, on a des essais qui montrent que la survie sans progression est améliorée, alors que la survie brute ne l'est pas tant que ça. Par exemple, l'Avastin dans le cancer du sein, qui a été remboursé quand on avait les données de survie sans progression, et au moment où on a eu la survie brute, il n'y avait pas de différence, le médicament n'a plus été remboursé. Et donc maintenant, à cause du crossover, on n'a plus la survie brute. Et donc si ça se trouve, on paye très cher des produits qui ont une efficacité modeste, voire pas intéressante, et ça c'est pas éthique. Et donc voilà les questions méthodologiques en lien avec des questions éthiques, une fois de plus. Alors les comparaisons indirectes sont aussi une question particulièrement brûlante, puisqu'on a vu qu'on avait souvent A versus placebo, B versus placebo, mais en fait ce qui nous intéresse c'est A versus B. Et pour des raisons de coût, pour des raisons de courage, les investigateurs ne comparent pas A à B parce qu'ils ont peur de se comparer, ou parce qu'il faudrait un nombre de sujets trop important et c'est pas possible. Et donc du coup, comme on a A versus B, placebo, et B versus placebo, on va essayer de voir quand même indirectement ce qu'on peut dire de A versus B. Alors, comment on fait en pratique ? Alors, il y a ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on peut faire à la limite. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est que vous voyez, vous avez A versus B. B, ça peut être le placebo, et puis B versus C. Donc là, vous avez A. Là, vous avez C. Vous allez dire, je vais comparer A à C. Donc la différence d'efficacité, elle vaut 5% en avant. Mais oui, mais en fait, ce sont deux essais différents. Dans deux essais différents, les caractéristiques des patients sont potentiellement différentes, et même il arrive que, pour des raisons que l'on ne connaît pas trop, alors que les caractéristiques des patients sont assez similaires, l'efficacité globale des produits dans les études ne sont pas les mêmes.
c'est peut-être les soins de support qui sont pas les mêmes, c'est peut-être le contexte, c'est peut-être un élément pronostic des patients qui est pas le même et qui n'a pas été mesuré. Bref, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment. Et donc il faut pas comparer ce 45 à ce 40. Parce que ces valeurs d'efficacité proviennent d'études qui sont différentes. Alors, néanmoins, les choses ne sont pas perdues. C'est pas parce que on peut pas comparer ce 45 à ce 40 qu'on ne peut pas comparer la différence de A et B qu'il y a ici avec la différence de B et de C qu'il y a ici. Parce que si jamais il y a un effet essai thérapeutique, si l'efficacité globale est plus importante dans l'essai 1 que dans l'essai 2, comment on va faire la différence entre A et B? Ben, cet effet global d'essai, il va disparaître puisqu'il est soustrait entre A et B. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais dans les différences. Peut-être que la différence entre A et B, eh ben, elle n'est pas comparable à la différence entre B et C à cause des caractéristiques des patients. Peut-être que c'est vrai. Mais il est vraisemblable que l'impact des caractéristiques des patients joue moins sur la différence que sur la valeur absolue de l'efficacité. Et donc, du coup, comme comparaison indirecte, on peut comparer 45 moins 25 à 40 moins 35, et ce coup-ci, on a une différence de 15%. C'est ce qu'on appelle des comparaisons indirectes ajustées. C'est juste des soustractions en cascade. Alors, bien entendu, c'est fruste, mais ça donne une idée, et c'est mieux que de regarder dans des tableaux à la louche ce que fait A par rapport à C. Mais bien entendu, une comparaison indirecte ajustée comme ça n'a pas du tout la même valeur qu'un essai thérapeutique qui compare directement A et B. Alors, ça c'était quand il y avait 2 traitements. Mais quand il y en a plus de 2 comme ici, comment on fait? Eh bien, il existe des techniques, en particulier des techniques bayésiennes, assez sophistiquées, qui permettent de faire pareil que des comparaisons indirectes ajustées, quand il y a plus de 2 traitements. Et c'est ça qu'on voit dans pas mal de publications. Alors vous voyez, en général, le traitement commun, c'est le placebo, et on va avoir toutes les comparaisons entre toutes les molécules. Ici, c'est des anxiolytiques dans un trouble anxieux. On va avoir toutes les comparaisons entre tous les anxiolytiques en étant triangulés par le fait qu'ils ont tous en commun un placebo, et que même, vous voyez, certains ont été comparés en head-to-head, et la méta-analyse en réseau va tenir compte de tous les chemins. Donc c'est très à la mode parce que cliniquement ça donne des résultats qui sont très intéressants, mais la fiabilité est très sujette à caution. C'est bien plus séduisant que ça n'est véritablement fiable. Alors les statisticiens ne sont jamais au bout ne s'avouent jamais vaincus, et il a été récemment proposé une technique statistique pour faire des comparaisons indirectes de façon un petit peu plus sécurisante, en constatant la chose suivante, c'est que il arrive souvent que une firme développe un médicament nouveau, A, et qu'elle le compare à B, B étant par exemple un placebo, et puis que en fait on a d'autres études dans la littérature qui comparent C aussi au placebo. Et donc on peut faire une comparaison indirecte ajustée entre A et C, mais les caractéristiques des patients dans l'étude 1 et dans l'étude 2 sont possiblement différentes. Et donc du coup, comparer A et C par la comparaison indirecte ajustée, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut poser des questions de fiabilité et de biais. Mais ce que l'on a, c'est que si la firme qui a fait l'essai A versus B veut se comparer à C, la firme, elle a les données individuelles de cet essai. Et donc on peut se servir des données individuelles pour transformer cet essai et faire qu'il ressemble aux caractéristiques individuelles de l'essai qui a comparé C avec B. Donc voilà comment on fait un peu plus dans le détail. Vous avez l'essai numéro 1 qui compare A à B. Vous avez l'essai numéro 2 qui compare B à C. Vous avez les caractéristiques des patients, X1, X2, XP.
L'âge, le sexe, la gravité de la maladie, etc. Et ça, vous l'avez dans l'essai 1, vous avez les données individuelles, c'est-à-dire vous avez l'âge, le sexe, etc. pour le patient 1, le patient 2, le patient 3, etc. Alors que dans l'étude 2, vous avez juste la moyenne et l'écart type de l'âge, du sexe et de la gravité. Et en fait, vous allez pondérer les patients de l'étude 1 pour que les moyennes et les écarts types de l'étude 1 deviennent identiques à ceux de l'étude 2. Et comme ça, finalement, vous allez avoir un essai 1 qui va être semblable à un essai 2. Et puis après, tout simplement, vous ferez des comparaisons indirectes ajustées. Voilà. Alors, c'est séduisant, c'est assez récent comme approche statistique, ça permet de répondre à des questions cliniques authentiques, à des questions d'efficacité thérapeutique authentique, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec un essai randomisé qui compare A versus B. Donc vous voyez au total, les techniques statistiques que l'on peut utiliser pour évaluer les thérapeutiques peuvent être extraordinairement sophistiquées.